Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et même si je n'ai pas du tout le t-shirt adéquat, nous allons parler de l'univers de Star Wars en cette année 2026, donc ce sera la seule vidéo de l'année je pense sur l'univers de Star Wars, parce que les deux contenus les plus importants de Star Wars sont sortis cette année, c'est-à-dire le film The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau, et la série Maul Shadow Lord sur Disney+, parce que nous avons appris que du coup que Ahsoka saison 2 a été reportée en 2027, donc c'est-à-dire qu'on n'aura plus de contenu Star Wars hors jeux vidéo, mais je traite pas vraiment des jeux vidéo personnellement, donc voilà, ce sera la vidéo Star Wars de cette année, où j'ai parlé du coup de ces deux œuvres-là et de faire un peu le bilan de Star Wars de cette année, en sachant que si vous connaissez un peu mon avis sur Star Wars, vous avez de longues vidéos sur la série Andor que j'adore, et qui pour moi représente vraiment l'espoir qu'a eu Star Wars le temps de 2-3 ans du coup, mais en dehors de Andor, c'est vrai que Star Wars c'est vraiment la fin, quoi, c'est le déclin total, c'est quasiment terminé pour moi limite dans mon cœur, c'est que quand je vois des Bad Batch, tous les films qui étaient sortis, des Ahsoka, des Mandalorians, etc., il y a plus rien qui va, quoi. Il y a Star Wars Visions qui est sympa quand même, mais c'est vrai que Star Wars, Lucasfilm a vraiment dénaturé cet univers-là et on a vraiment perdu de ce qui faisait la sève et le côté événementiel qui a marqué tant de gens à l'époque de Star Wars. Mais voilà, on a encore des contenus Star Wars, on va voir s'ils sont bien ou pas. Donc nous allons commencer de façon plus calme en parlant de la série animée du coup, Maul Shadow Lord, la nouvelle série animée de Dave Filoni du coup, nouvelle série animée style 3D qui avait démarré avec The Clone Wars qui était très bien, Rebels qui était très bien, Bad Batch qui était décevant, et maintenant c'est Dark Maul qui a... Bon, Maul maintenant c'est plus un Darth, hein, du coup, qui a le droit à cette série animée là, et du coup c'est vrai que malheureusement on sent que les gens se désintéressent vraiment de Star Wars, parce que j'ai vraiment l'impression que cette série là, c'est une série pour les fans de Star Wars, j'ai pas l'impression que le public s'est trop intéressé à cette série là. Après toujours est-il que nous aurons une saison 2 parce qu'ils ont bossé sur la saison 2 en même temps que la première, donc nous aurons une saison 2 l'année prochaine également, après à voir si ça ira davantage plus loin en termes de saison pour Star Wars du coup. Donc voilà, Maul Shadow Lord, j'étais plutôt chaud de regarder cette série là parce que j'aime beaucoup le personnage de Maul, c'est un de ces personnages qui était sous-exploité de fou dans l'épisode 1, qui aurait mérité d'être l'antagoniste principal de toute la prélogie Star Wars, et qui malheureusement n'a pas été exploité comme il le fallait, et heureusement que Clone Wars et que la performance exceptionnelle de Sam Witwer a complètement réécrit le personnage et l'a complètement amélioré, ce qui a fait de lui un personnage vraiment fan favorite de Star Wars. Et c'est vrai que même si ça fait très fan service de faire une série sur Maul, bah c'est vrai qu'il y a une partie de la vie de Maul qu'on ne connaît pas. C'est que Maul, pour ceux qui... Bon, de toute façon je vais devoir spoiler la vie de Maul, hein, y a pas le choix. Mais du coup Maul, à la fin de Clone Wars, il a survécu à l'Ordre 66, et normalement son empire criminel est toujours actif. Ensuite on le voit dans Solo, où dans Solo il est un baron du crime, il a son syndicat criminel qui est actif. Et puis on le revoit pas avant Rebels, chronologiquement parlant, où dans Rebels on le retrouve tout seul dans une planète avec un holocron, et il a tout perdu, c'est un vieux pauvre, il a perdu tout son argent, tout son pouvoir. Et c'est vrai que du coup il y a toute une partie de la vie de Maul où on se demande comment il a fait pour devenir ce grand baron du crime, et plus tard tout perdre d'un coup. Donc c'est vrai qu'il y a bien 10 ans de la vie de Maul qu'on ne connaît pas. Du coup pour moi le concept de la série est plutôt justifié malgré tout, même s'il y en a qu'on en marre de Maul, qu'on en a marre d'exploiter tout le temps les mêmes personnages de Star Wars. Après moi ça me dérange pas parce que c'est vrai que c'est un personnage qui pourrait mériter d'être un peu plus exploité. En vérité le personnage de Maul il est très très bien. Et du coup nous avons cette série qui est certainement la meilleure série animée Star Wars depuis extrêmement longtemps, depuis Rebels, hein, je dirais depuis Rebels. Peut-être que je pense que si on a le droit à 2-3 saisons de plus de Maul, et que c'est au niveau de cette saison 1, ce sera largement mieux que Rebels, et ça peut être mieux que Clone Wars aussi, parce que Clone Wars, faut l'admettre, il y a des épisodes cultes, il y a des arcs cultes, mais la grosse moitié de la série c'est des fillers, des épisodes pour enfants pas très intéressants, donc Maul pourrait devenir la meilleure série animée Star Wars, et moi comme j'ai dit, depuis que Andor est terminé, le seul aspect où Star Wars a vraiment de l'avenir, c'est l'animation, c'est vraiment Star Wars Visions, c'est Rebels, etc. Après il y a eu des déceptions comme Bad Batch et comme les Tales, qui sont assez décevants aussi, mais Maul a plutôt bien relancé, je trouve, l'univers Star Wars sur Disney+, et c'est une série qui m'a vraiment convaincu, je trouve que c'est une vraie réussite, déjà parce que c'est une série qui est plus adulte que les précédentes, et qui dit plus adulte dit une intrigue linéaire qui va au bout de son histoire. C'est-à-dire que du coup dans cette série-là on n'a pas de filler, c'est que tous les épisodes sont là pour faire avancer l'histoire principale, épisode par épisode, et du coup tout l'épisode c'est une avancée d'échelon à échelon à échelon, avec des enjeux de plus en plus grands et de plus en plus grands jusqu'à le final qui est beaucoup plus grand que les épisodes précédents. Du coup on est vraiment sur une évolution très narrative, très filmique, très cinématographique de la série, qui fait que on ne se fait pas chier, qui fait que on n'a pas un épisode filler où il doit affronter un méchant de merde, où il doit partir en mission avec un enfant ou je sais pas quoi. Essentiel, la série va à l'essentiel, tous les épisodes sont nécessaires, et il se passe quelque chose tout le temps, et l'intrigue avance tout le temps. Et ça fait du bien dans une série animée Star Wars, parce que c'est vrai que Star Wars, comme j'ai dit, beaucoup des dessins animés, c'est beaucoup de fillers pas très intéressants. C'était vraiment l'un des éléments qui avait tué pour moi la série Bad Batch, qui l'avait vraiment rendue très ennuyeuse et très saoulante. La Maul, pas besoin, l'histoire va à fond et ça c'est cool. En plus, l'animation est sublime, c'est vraiment l'animation des séries animées Star Wars, c'est tellement magnifique, c'est que ça a tellement bien évolué depuis 20 ans,
et c'est toujours aussi beau. Et en plus d'avoir regardé l'animation 3D habituelle, ils ont rajouté une couche plus peinture à l'huile dans l'animation. C'est que là, il y a un côté plus peinture à l'huile, il y a un côté très make painting, quand tu as des plans larges de planètes, il y a un côté vraiment artistique peinture, et même dans la texture des personnages. Il y avait déjà de la texture dans les œuvres d'animation précédentes, mais là on sent encore plus ce côté peinture à l'huile où vraiment les visages sont dessinés. Donc il y a un parfait mélange entre la 2D et la 3D qui rend le visuel de cette série Maul assez singulière, notamment dans les séquences d'action. C'est que dans les séquences d'action, t'as vraiment l'aura de lumière que créent les sabres dans les scènes d'action, qui font très cinéma d'animation japonaise, je trouve, et ça crée vraiment ce côté artistique, fluide, peinture, qui sont créés par les sabres, c'est assez beau, et je trouve que l'animation est vraiment sublime. Vraiment, l'animation de Lucasfilm a vraiment évolué de façon assez impressionnante au fil des années. Du coup, c'est une des rares séries animées, je dirais, où on sent vraiment l'argent qui a été mis dessus, quoi. Vraiment, visuellement, c'est vraiment impeccable, ça y a rien à redire. Et puis à côté de ça, le personnage de Dark Maul est toujours aussi excellent, Sam Witwer maîtrise toujours aussi bien le personnage. Après, je suis assez en désaccord quand il dit que on fait une série sur Maul, certes, on va quand même garder un aura mystérieux autour de lui, dans le sens où c'est un personnage qui marche sur le mystère, etc. Pas vraiment, pour moi, Maul, c'est un personnage qu'on connaît quasiment toute sa vie, donc je trouve pas... Oui, il a une vibe mystérieuse, parce qu'il a été un Sith, et parce qu'il a ce côté magique en lui, entre guillemets, et parce que c'est le fils d'une sœur de la nuit, mais en vérité, on connaît tout de lui, donc pour moi, il y a pas moins de mystère dans son personnage-là, mais il a une aura. C'est ce qu'il veut dire, il a une aura, ça pour le coup, Maul, il aura farm beaucoup dans cette série, et je trouve qu'il est assez bien traité dans le sens où dans les 2-3 premiers épisodes, on le voit pas beaucoup. C'est que c'est un personnage qui est surtout iconisé par le biais des autres personnages. On est surtout sur une œuvre policière, durant la première moitié de la série, là où durant la seconde moitié, on est plus sur un survival, on va dire. Et du coup, il y a un côté très hit, avec ce commissaire qui va essayer de pourchasser ce criminel, et les deux se respectent mutuellement, mais les deux doivent se pourchasser, etc. Et Maul, du coup, c'est un personnage qu'on voit très peu, et à chaque fois qu'on le voit en capuche, iconisé, il prononce pas un mot, il bute des gens, etc. C'est violent pour une série animée, c'est qu'on sent quand même la véracité des coups de Maul, on sent que c'est un méchant, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que le personnage reste méchant dans la série, c'est que t'as beau faire une série sur Dark Maul, ça reste un personnage ambigu, et jusqu'au bout de la série, jusqu'à la toute fin du dernier épisode, on comprend qu'il reste un antagoniste et qu'il va pas sauver des gentils, tu vois. C'est que dès qu'il y a une situation qui va être à son avantage, il va en profiter. Du coup, le personnage reste complètement respecté par rapport à ce qu'on connaît de lui du reste des œuvres Star Wars, et du coup, c'est un personnage qui est vraiment iconisé par les autres personnages au début, c'est qu'on le voit très peu, il y a très peu de scènes dans les 2-3 premiers épisodes, et c'est vraiment l'aura, l'impact de ses actions qui crée sa présence. Après, plus la série avance, plus on va le voir, et plus il sera le personnage principal, bien sûr, parce que ça reste sa série. Mais ça change pas le fait que, oui, on développe des aspects plus intéressants de lui, c'est qu'il y a une séquence où on le voit s'entraîner, il y a une séquence plus psychologique, où il a des flashbacks de son enfance, des traumatismes qu'il a, du fait que Palpatine l'ait torturé quand il était enfant, etc. Et à côté de ça, on sent qu'il est quand même plus vieillissant, il est extrêmement fort au combat, mais il est souvent blessé par ses jambes robotiques, on sent qu'il est un peu plus dépassé par les événements, etc. Et à la fois, il reste quand même stratégique, il gère bien son business, et c'est assez intéressant. Il y a des petits détails qui sont assez cool aussi. C'est que, tu vois, j'aime bien son groupe. J'aurais aimé qu'on il développe plus, mais tu vois, juste, tu vois, les deux Zabrak qui sont avec lui, qui sont là pour lui rappeler son frère, par exemple. Et en plus, c'est deux frères, ces deux Zabrak-là. Donc c'est un miroir complet de lui et son frère. Et du coup, ces personnages qui ne prononcent quasiment jamais de mots, mais qui ont un petit apport émotionnel qui est assez sympa par rapport au personnage de Maul. Et pareil, même les Mandaloriens qui sont restés fidèles à lui depuis Clone Wars. Bah pareil, t'as 2-3 petits dialogues où on montre que les Mandaloriens, bah ils sont prêts à trahir Maul s'il le faut parce que Maul les ralentit, etc. T'as quand même Saga Sergeant qui est fidèle à lui. Pour un dessin animé, il y a quand même des petits détails dans tous les personnages qui sont tous quelque chose d'intéressant et d'un peu plus complexe que d'habitude. Après ça, que les Mandaloriens, j'aurais bien aimé qu'on développe beaucoup plus ces personnages-là, notamment son agente Mandalorienne, sa femme de main. J'aurais bien aimé qu'on la développe plus, qu'on voit en quoi elle croit en Maul, en quoi elle aime Maul et en quoi elle est prête à mettre sa foi en lui. Malheureusement, je trouve que le personnage là est assez expédié, malheureusement. Les jumeaux le sont un petit peu aussi. T'as le personnage du mafieux qui est tout petit, qui a un comic relief qui marche assez bien. Il est pas trop insupportable en vérité, je trouve qu'il rentre bien dans l'intrigue aussi. Et tu as aussi le personnage, du coup, l'un des personnages les plus importants, c'est le personnage de Devon, qui est ce personnage que Maul veut prendre comme apprenti. Beaucoup de personnes ont comparé ce personnage-là à Darth Talon. Darth Talon qui, dans certaines versions, à la base pas du tout ça, mais dans les versions que Lucas voulait faire, était l'apprenti de Dark Maul. Les épisodes 7, 8, 9 que Lucas voulait faire à l'époque, c'est une Twi'lek avec des tatouages Zabrak de Darth Talon. Et là, du coup, Maul va essayer de faire de cette Twi'lek-là son apprenti. Et c'est assez intéressant, Bien sûr, on devine totalement comment ça va finir, mais je trouve que c'est pas fait de façon directe, c'est assez progressif. C'est qu'à la base, c'est une Jedi, elle essaye de s'enfuir. Et je trouve que ça n'a pas été si développé que ça, le côté Jedi qui meurent de faim, qui sont recherchés. En fait, qu'on voit vraiment qu'ils sont en train de mourir de faim, qu'ils sont épuisés, qu'il faut qu'ils survivent plus qu'ils ne vivent. Et du coup, mettre ça du point de vue de cette gamine qui, elle,
veut juste se venger, affronter l'Empire, etc., et aller dans le feu de l'action au lieu de se cacher. Bon, on sent sa lassitude, on sent qu'elle en a marre, et c'est très bien exprimé par son personnage, j'ai plus son nom, mais le maître, son maître, du coup, qui ressemble un peu à une tortue, qui est un personnage qui marche bien, qui a un petit côté un peu Yoda plus sage, qui est bien développé. Du coup, il y a cette balance psychologique entre Maul et ce personnage-là, où Devon doit essayer de choisir son camp, et puis c'est intéressant parce que des fois, t'as des contextes où ces deux maîtres doivent s'allier pour affronter une menace commune, qui est l'Empire, du coup. Donc, il y a plein de situations qui sont assez intéressantes par rapport à son personnage, jusqu'à qu'à la fin, elle fasse un choix important, un choix qui est en partie lié à une manipulation de Dark Maul également en plus, donc il y a aussi ça qui fonctionne super bien, et puis il y a des dialogues qui sont super intéressants, c'est le fait que oui, les Jedi, ils survivent, ils essayent de survivre, mais à la fois, dès qu'il y a de l'injustice qui est causée, ils sont obligés d'intervenir parce que leur mantra leur disent d'être les protecteurs de la galaxie, en fait. Donc à la fois, ils essayent de survivre, et dès qu'ils voient quelqu'un se faire menacer par l'Empire, bah ils vont sauver cette personne-là, du coup, en fait, ils se mettent davantage en danger, ce qui n'a pas du tout de sens par le fait qu'ils essayent de survivre. Donc c'est des personnages qui sont assez paradoxales, et du coup tu comprends les doutes du personnage de Devon et de pourquoi le côté obscur de Maul est peut-être plus attirant à certains moments de la série. Du coup, je trouve que ça marche super bien. Là où Maul, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que Maul appartient à aucun camp. Il a beau avoir été élevé par le côté obscur, il n'est plus du tout un Darth, il n'est plus du tout avec Palpatine. Du coup, c'est un personnage qui peut être assez imprévisible dans ses choix et ça marche assez bien aussi. Et puis, t'as le personnage un peu plus stéréotypé, un peu plus classique, mais qui est plutôt agréable quand même. Le personnage du policier, donc qui est d'ailleurs doublé du coup par Wagner Moura, ce qui était assez cool. Ou pareil, t'es dans le classique du policier qui bosse trop, qui est beaucoup plus à fond sur son travail que sur sa vie personnelle, ou dans sa vie personnelle, bah du coup il prend pas assez soin de son fils alors qu'il aimerait voir son fils, donc bien sûr il y a tout le cliché du flic qui va rater le match de foot de son fils, et son fils est déçu de pas voir son père, etc. Tu vois, c'est vraiment très classique, tu vois. J'aime bien le détail du fait que la mère soit une membre de l'Empire, du coup le fils est persuadé que l'Empire est gentil alors que le père sait qu'ils ne le sont pas, donc ça c'est intéressant. Et puis je trouve qu'on sent un peu l'impact de Andor, et ça je trouve ça assez cool. Le fait que tout commence par une enquête divers qui est propre que à la planète qu'on a dans cette série-là, et durant toute la première moitié de la série, on essaie d'insister sur le fait qu'il faut pas appeler l'Empire, parce que si l'Empire intervient dans notre planète, bah, la planète sera soumise par l'Empire de façon un peu loi martiale, en fait, par les armes. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir tout ce côté policier-là, avec leur costard bleu qui rappelle Andorre, et le fait qu'ils essayent d'agir localement, mais à un moment donné, la situation va tellement les dépasser que l'Empire va intervenir et va gâcher leur vie, entre guillemets. En plus, t'as le personnage du robot, Chubutz, qui est assez cool, qui marche... D'ailleurs, le flic s'appelle Lawson, donc Lawson, donc voilà, logique. Mais t'as le robot qui s'appelle Chubutz, qui est juste un robot qui s'est rendu individuel en portant des bottes, et bien sûr, quand l'Empire arrive, bah, l'Empire va tout robotiser, du coup, il va devoir enlever ses bottes et devient un robot mécanique sans émotion. Donc il y a plein de petits détails qui marchent bien, et du coup, il y a plein de personnages qui sont assez attachants, qui sont assez bien développés, qui rendent la série assez cool de façon générale. Et puis les scènes d'action sont vraiment extrêmement réussies, très dynamiques, et je trouve que ça chôme pas, ça commence doucement, mais il y a quand même de l'action dans quasiment chaque épisode, et notamment quand l'Empire intervient et que les Inquisiteurs interviennent. Ils ont pris les deux Inquisiteurs les plus stylés, mais les plus nuls, parce que du coup on a l'Inquisiteur de Tales of the Jedi, Ahsoka, qui était nul, qui s'était fait battre en un coup de sabre laser par Ahsoka, et l'Inquisiteur Marok, qui était dans la série Ahsoka, putain Ahsoka toujours là, bah, ce qui lui était assez décevant dans la série Ahsoka, c'est qu'il avait un design stylé, on s'attendait à ce qu'il fasse des trucs de fou, et en vérité, bah, il meurt comme une merde. Et là, dans cette série, ils ont dit, vas-y, on va prendre les deux Inquisiteurs les plus nuls, et on va les rendre super stylés dans cette série. Et effectivement, Marok, mais le corbeau, je crois qu'il l'appelle le corbeau, sont stylés. Ils ont du flow, ils ont un côté un peu horrifique, parce que les deux sont masqués, les deux parlent quasiment pas. Donc ils ont un côté horrifique un peu flippant, et du coup ils ont un côté menaçant qui fait que oui, on peut les voir comme des dangers. Et donc ça marche super bien. Et à la fin, ça devient un peu une tradition, mais à la fin, il y a un gros personnage qui arrive, très iconisé, imbattable, et qui fait le parallèle entre Maul et ce personnage-là, qui ont un peu le même passif. Et du coup, bien sûr, c'est très satisfaisant de voir ce personnage-là. J'aime le fait qu'il ne dise pas un seul mot de toute sa séquence, mais c'est une grosse séquence d'action très très longue, très satisfaisante pour les fans. Et c'était sympa d'enfin voir Maul rencontrer ce personnage-là. Donc ça marchait assez bien de le voir être pris par ce personnage-là. Donc voilà, il y a ce personnage-là qui était vraiment cool à la fin de la série, qui fonctionnait aussi. T'as le personnage de Dryden Voss aussi qui débarque sur la fin de la série pour faire le lien avec le fait qu'il va bosser pour Dark Maul plus tard dans le film Solo aussi. Donc on fait des petits liens sans trop forcer, je trouve, dans l'intrigue, pour justifier la position de Maul dans les œuvres qui suivront plus tard. Donc ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc je trouve que cette série est vraiment une vraie réussite. J'ai quasiment rien à redire de négatif sur cette série animée là. J'ai très hâte de voir la saison 2, j'ai très hâte de voir la direction que va prendre cette relation entre Maul et Devon, et de voir quelle sera la suite de l'intrigue entre ces différents personnages-là. Mais la série Maul Shadow Lord, c'est une série que je vous recommande vraiment si vous êtes fan de Star Wars, surtout si vous êtes fan d'animation. C'est vraiment très très cool, ça se regarde très vite. Donc voilà, je suis très content de revoir Dark Maul à la télévision. Et puis maintenant nous allons parler du film de Mandalorian and Grogu, que je n'avais tellement pas envie de regarder, j'avais une flemme immense de le regarder.
mais il fallait que je le rattrape parce que j'aime bien Star Wars quand même, et je l'ai rattrapé hier, donc je pense que j'ai une vision très récente de ce film-là, du coup. Après, il faut savoir que moi, Mandalorian, j'aime bien la saison 1, elle est sympathique, même s'il y a des fillers qui sont plus intéressants que d'autres. La deuxième était très cool, avec Luke, avec Bo-Katan, avec Ahsoka, avec Boba Fett. Il y avait un côté très fanservice, mais la saison 2 était très généreuse, et à la fois l'arc narratif entre Din Djarin et Grogu fonctionnait super bien. Et puis la saison 3, c'était les hécatombes, c'était horrible, c'était affreux. C'est que tout l'arc de Din Djarin, qui aurait dû être le roi de Mandalore, ils ont tout gâché, ils ont tout fait à l'envers. La qualité visuelle était moins bonne. Il y avait des choix de narration qui n'avaient aucun sens. Le fait qu'on ait qu'une moitié de flashback de l'enfance de comment Grogu s'est retrouvé à Coruscant, etc. Ça n'avait aucun sens. La saison 3, c'était immonde. Et pour moi, ce choix de film-là est un très mauvais choix aussi. Un très mauvais choix parce que pour moi, c'est inadmissible que le premier film Star Wars qu'on ait depuis 7-8 ans, ce soit ce film-là, quand même. C'est que Star Wars au cinéma, c'était un événement, c'était des gros films, des films qui inspiraient les gens, des films qui avaient un côté impressionnant, des films qui avaient une plus-value, et là, on t'offre une aventure à échelle plus terre-à-terre, plus humaine, plus gentille, plus petite, et c'est le film qui est censé ramener Star Wars au cinéma. Et en vérité, pour moi, c'est inadmissible, faut pas faire ça, c'est pas du tout intéressant. Et en plus de ça, pour moi, si jamais tu voulais faire un film Mandalorian, il fallait faire ça après la saison 2. Le prime de Mandalorian, c'était la saison 2. La saison 2, les gens, Baby Yoda, ils étaient à fond sur lui, le Mandalorian, il était badass et tout. Et puis après, il y a eu la saison 3, il y a eu Book of Boba Fett, il y a eu la saison 3. Et là, c'est vraiment le moment où le Mandalorian, tout le monde s'est désintéressé de ce personnage-là, et tout le monde a quitté le navire. Et en plus, ils ont mis quand même du temps à faire ce film-là, parce que je crois que ça fait 4 ans qu'on a eu la saison 3 de Mandalorian. Donc de base, il y a encore eu un désintérêt qui s'est abaissé davantage avec l'absence de ce personnage-là depuis plusieurs années. Donc, pour quel public est fait ce film-là? Qui connaît Mandalorian maintenant? Mandalorian, c'était 2019-2020, là on est en 2026. Qui s'intéresse à ce personnage-là? Et la preuve est que le film marche pas très bien. C'est plutôt un échec commercial, bon pas un échec immense, mais c'est un échec commercial, qui pour un budget de 160 millions en a fait que 330 je crois, donc c'est un échec, c'est le film le plus bas en termes de box-office de l'histoire de Star Wars. Après il a quand même coûté moins cher que les anciens films Star Wars, et ça se voit dans le budget. Mais ouais, donc je trouve que tout dans ce film n'a aucun sens. Ce film n'aurait jamais dû se faire. Les vrais, je pense qu'ils se sont dit qu'il faut capitaliser sur l'image de Baby Yoda, mais je pense que l'image de Baby Yoda c'est assez fatigué, tout le monde s'en fout maintenant de Baby Yoda, donc ce qui fait que le film n'est pas un grand succès et a des critiques mitigées. Et je comprends parce que oui, le film, j'ai quand même passé un meilleur moment que je l'aurais cru quand même. Je m'attendais vraiment à me faire chier, à me dire c'est horrible, je veux arrêter ce film-là, j'en ai marre, etc. Non, j'ai passé un bon moment dans le film, c'était sympathique. Encore une fois, c'était sympathique, c'était pas du tout dispensable, ça se regarde, c'est rigolo 5 minutes. Mais voilà, Mandalorian gros, il y a des aspects qui sont intéressants, il y a des séquences qui sont intéressantes, mais globalement, c'est vraiment un petit film, c'est vraiment un petit film, et ce que j'aime bien, je pense que ce que les gens apprécieront, c'est qu'on retrouve vraiment l'ambiance un peu trilogie de Star Wars, cette ambiance un peu plus Star Wars 3, tu vois, le côté plus jouet, le côté plus enfantin, naïf, bon enfant, et c'est une ambiance que j'ai trouvé agréable. Il y a vraiment ce côté ancien film à la Amblin, un peu dans la vibe de ce film Star Wars là qui marche bien, avec Baby Yoda, avec le côté protecteur, avec le fait qu'on soit sur un film d'aventure où on passe de planète en planète avec différentes péripéties, donc ça marche bien. Après, l'histoire n'a rien de très intéressant, en vérité, dans le sens où pour moi ça n'a aucun sens de faire une histoire comme ça, je comprends un peu dans le sens où ça se voit, ils ont voulu faire une histoire qui soit accessible pour tout le monde, donc une histoire qui soit accessible pour ceux qui ont vu la série, et pour ceux qui découvrent le personnage avec la série. C'est que pour le coup, on n'a pas du tout besoin de connaître la série télé pour regarder ce film-là, c'est que ce film-là est complètement déconnecté de l'intrigue de la série, pour le coup, on est sur une histoire totalement différente et autonome. À la fois, c'est un bon choix de leur part pour le côté marketing, et dans un sens, c'est tellement peu impressionnant parce que la série reposait sur des enjeux assez importants. On était sur des enjeux qui étaient reliés à l'Empire, à Mandalore, au fait de reconquérir Mandalore, au fait que l'Empire ait volé le Beskar mandalorien, il y avait le mythosaure, il y avait des restes de l'Empire qui utilisaient le général Throne, etc. Les enjeux de la série étaient plus importants et plus grandes, et ça disait limite du coup l'héritier de l'Empire avec Throne, que ce film-là a une échelle qui est vraiment insignifiante par rapport aux enjeux qu'avaient les 3 premières saisons. En vérité, on est dans une situation qui est assez antinomique parce que tu as posé des bases très fortes dans la série télé avec l'Empire, avec Throne, avec le Mandalore, etc. Au lieu de poser un enjeu encore plus grand pour un film, tu vois, et bah tu poses un enjeu qui est digne d'une série télé, et l'enjeu qui était digne d'un film est dans une série télé. Donc l'échelle est tellement aléatoire, c'est que le paradoxe c'est que quand tu fais un spin-off d'une série en film, bah le film devrait avoir des enjeux, une échelle beaucoup plus imposante et importante que la série,
Et en vérité, non, c'est tout l'inverse, c'est que le film était focus sur Mandalore, sur Throne, etc. Là, le film est centré sur une petite aventure qui serait digne des premiers épisodes de la saison 1, mais des épisodes du milieu de saison 1, pas de la fin de la saison 1. Donc là, l'histoire est tellement particulière parce que c'est un film, pour un coup, c'est un film qui est autonome. Ça, c'est l'avantage. C'est un film qui ne tease rien du tout. Ça va pas teaser ça va pas teaser l'amiral Throne, ça va pas teaser Luke Skywalker. Il y aura pas des gros cameos de gros personnages de Star Wars de fou. C'est une histoire qui est vraiment autonome à petite échelle, mais c'est extrêmement paradoxal par rapport à la série qui, elle, développait quand même des enjeux qui étaient plus importants. Donc il y a un côté quand même assez décevant dans ce truc-là de j'ai pas envie de voir ce film-là, quoi. C'est que le film, il me donne pas envie, moi. Tu m'as vendu Mandalore dans la saison 3, et là, tu me vois un film où tu dois sauver le fils de Jabba the Hutt, tu vois. Donc forcément, le film donnait pas envie, et c'est pour ça que je le rattrape que maintenant, pour les rattrapages. Mais le film reste ok tiers. Je trouve qu'il est sympathique à regarder, mais il est plein de défauts. C'est que je trouve que l'introduction est très réussie, hein, de manière générale. C'est bon, je trouve que le film, globalement, est assez moche. C'est que les effets spéciaux sont globalement réussis, même si, comme c'est le Mandalorian, on sent énormément le volume, on sent les fonds qui n'ont aucune profondeur, les fonds fake, etc. Mais je trouve que les effets visuels sont globalement réussis, pas toujours, on va en parler juste après, mais visuellement c'est assez moche parce que c'est numérique, c'est film en numérique, du coup tout est gris, tout est peu coloré, et c'est clairement le film Star Wars le plus moche, peut-être depuis l'épisode 1, mais l'épisode 1 avait l'argument des effets visuels qui étaient novateurs, puisque sinon, pour moi, objectivement, ce film-là, c'est le film le plus moche de la saga Star Wars, des films, ça c'est sûr et certain, c'est que même la post-logie qui était mauvaise, visuellement, les films étaient contrastés, il y avait des effets visuels de qualité, il y avait du contraste dans les couleurs, visuellement la post-logie était très belle, tu vois, objectivement, elle était très très belle. Là, ce film-là, ce qui m'embête, c'est que il y a quelques aspects où oui, on sent la plus-value filmique, c'est qu'il y a des séquences qui sont shootées en format IMAX, par exemple, où là, tu sens qu'ils ont créé des beaux décors en CGI, des belles planètes et des séquences qui sont faites pour être impressionnantes, etc. Mais en dehors de ces séquences-là, la qualité visuelle du film est la même qualité visuelle que la série. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value sur la qualité visuelle, il n'y a pas de plus-value sur la mise en scène, il n'y a pas de plus-value sur les couleurs, il n'y a pas de plus-value sur les effets visuels, il n'y a pas de plus-value sur l'histoire. Tu as juste un gros épisode de série Disney+ au cinéma, en fait. C'est que le film est pas beau, le film est lisse, c'est fade, on est loin du premier épisode de Mandalorian qui était photographié par Greg Fraser, qui était magnifique. Là, le film est moche, en vérité, le film est moche, et en plus de ça, la mise en scène est très aléatoire, c'est que Jon Favreau, ça a toujours été un yes man. Je trouve que ce mec-là, on lui a donné trop de pouvoir pour si peu de talent. C'est que oui, il a fait le premier Iron Man, mais en dehors du premier Iron Man, le gars, il a rien fait, il a rien fait, en fait. Le mec, il a fait que des trucs que personne aime, je trouve, et le concept de Mandalorian est cool, mais Jon Favreau, en tant que réalisateur, il est pas très bon, quoi. C'est que c'est un yes man, il y a aucune vision créative dans la mise en scène, il y a rien à dire, c'est que tout est lisible, tout est clair et net, tout est classique, il y a absolument rien d'impressionnant. Quelquefois, il prend les POV de certains personnages, et le seul truc que j'ai retenu dans la mise en scène, c'est qu'il y a des séquences de POV, mais en dehors de ça, c'est extrêmement fade en termes de mise en scène, il n'y a rien à dire. La seule chose qui est vraiment remplie d'âme dans le film, c'est la bande-son de Ludwig Göransson, qui est excellente, parce que c'est la bande-son de Mandalorian, qui est déjà une bande-son qui était excellente, et qui vraiment ravivait un petit peu les musiques de Star Wars, et qui était assez originale dans le paysage de Star Wars, la BO de Ludwig Göransson, et je trouve que la BO est meilleure que la BO d'Odyssey, attention, polémique, et parce que du coup la BO de Mandalorian elle est culte, elle est super cool, et parce qu'en plus il amplifie la BO de Mandalorian, en plus il compose des BO qui sont assez cool, c'est que le gars il a composé une bande-son en mode synthé électro, on dirait le démarrage de la musique Sweet Dreams de Eurythmics, je crois, du coup. Donc il y a un côté très musique années 80 électro synthé dans sa bande son, qui est très stylé, qui est pas très courant dans l'univers de Star Wars. De toute façon, Göransson il fait que ça, il fait que des musiques un peu courantes et assez originales. Et du coup la BO est assez cool. Pour le coup la BO c'est vraiment le point fort du film, comme dans toutes les œuvres Mandalorian, je dirais, c'est que la bande son a toujours été très cool. Et puis en dehors de ça, le film est plutôt bien rythmé, c'est que l'histoire est pas très bien écrite. En vrai, l'histoire c'est une histoire très basique, très jeu vidéo. C'est très Mandalorian, quoi. C'est le Mandalorian qui fait un truc, qui fait un autre truc, on lui demande d'aller là pour avoir ça, et donc il va là, il récupère ça, il y a quelque chose qui l'embête, il est pris en otage, il s'évade, il retourne là, il va faire ça. C'est que des étapes de jeux vidéo, quoi. C'est très jeu vidéo ludique, c'est très étape par étape. Il y a peu de véritable évolution de personnage, de parcours de personnage dans ce film-là. C'est vraiment des étapes, des planètes, on dirait vraiment 3 épisodes de Mandalorian collés, rafistolés en fait. Et du coup, moi j'ai bien aimé la scène d'intro du film parce que c'est la seule séquence où il y a un peu de visuel intéressant. Vraiment toute la séquence où en plan séquence il va tuer tous les impériaux. Et puis j'aime bien l'intro de l'impérial au début, qui est mise en scène dans cette séquence grise, où lui il y a la lumière derrière lui qui montre qu'il a le pouvoir, là où ses généraux ils sont filmés derrière un décor sombre. Du coup là il y a un peu de jeu de mise en scène
scène dans la séquence d'intro, et puis de la séquence d'action avec du coup les... J'ai plus le nom des espèces de lamas géants robots, là j'ai plus les noms, merde, de l'Empire, mais pareil avec le côté IMAX, on joue très très bien avec ces gros engins que le Mandalorian doit arrêter. Donc la séquence d'intro est plutôt bien, elle est plutôt impressionnante, elle fonctionne plutôt bien avec le décor enneigé, c'est assez cool. Et puis ensuite t'as le générique de début, qui ressemble beaucoup à Top Gun version Star Wars, avec le côté très ensoleillé, avec la chaleur qui déforme un peu l'image et tout. Donc l'intro, c'est les seuls moments où je retrouve un petit peu de mise en scène dans le film, et après il y en a plus. Après il y en a plus. Et même en termes de personnages, il n'y a pas grand chose à dire, c'est qu'en dehors du Mandalorian et de Grogu, le seul personnage qui est intéressant, c'est Rota le Hutt. Parce que le paradoxe de ce film-là, c'est que ce film-là, paradoxalement, c'est une sorte de remake du film Clone Wars, qui pareil, dont l'objectif était de sauver Rota le Hutt. C'est que pareil, dans Clone Wars, tu avais les Hutt qui demandaient aux Jedi, à la République, de sauver Rota le Hutt, qui était un bébé à cette époque-là, là maintenant il est adulte. Et l'intrigue de ce film-là, c'est quasiment la même chose, donc je trouve que c'est assez rigolo quand même. Et c'est le seul personnage qui est développé, parce qu'en dehors de ce personnage-là, Zeb, tu as Zeb de Rebels qui est là. Zeb, il a vraiment un rôle de figurant, c'est qu'en vrai, ils auraient pu développer un petit côté buddy movie avec Zeb, qui est un peu pote avec le Mandalorian. En vrai, Zeb tu pourrais l'enlever du film, il sert à rien, en vérité. Sigourney Weaver, c'est cool de voir Sigourney Weaver dans une nouvelle saga de SF, hein. Grande actrice, une actrice incroyable. Mais voilà, elle a le rôle classique de la meuf de la Nouvelle République pour qui travaille le Mandalorian, quoi. Elle a pas plus que ça de développer, elle a pas d'histoire, de background, de spécificité qui la rendent intéressante, elle a que 3-4 scènes en plus. Donc même si Sigourney Weaver n'est pas ouf, ça se voit que son rôle c'est plus ou moins le rôle qu'aurait eu Carl Weathers ou le personnage de Gina Carano s'ils étaient encore dans la série. Mais malheureusement Carl Weathers est décédé et Carano s'est fait virer et tout. Ça se voit que son personnage est pas ouf, c'est vraiment un personnage fonction malheureusement. Et pareil, tous les impériaux qu'on découvre, c'est des personnages fonction. Après, ils ont quand même réussi à rendre les baboufriques attachants. Ils ont réussi à rendre des baboufriques attachants parce que tout le monde les avait détestés dans Star Wars 9. Là, ils essayent de sauver le Mandalorian, ils essayent de s'allier avec Grogu et tout. Donc les baboufriques sont sympas dans ce film-là, ça c'est vrai. Et pareil, même le personnage de Embo, le chasseur de primes, il fait son job de chasseur de primes, il est sympathique, il est stylé, il est badass, mais ça se voit que s'ils avaient pas tué Cad Bane dans Boba Fett, ça aurait été Cad Bane qui a eu ce rôle-là, et donc maintenant ils ont plus trop de gros chasseurs de primes encore en vie dans cette timeline, donc ils ont dit bah vas-y on va prendre Embo du coup, mais voilà, mais pareil, sinon Embo il sert pas à grand chose en dehors de remplir son job, les Hutt c'est les méchants et c'est tout, y a rien de plus. Les seuls apports de développement qui sont intéressants, c'est sur le duo principal et Rota le Hutt, notamment parce qu'il y a une thématique que j'ai plutôt bien aimée sur la paternité. C'est ce qui est intéressant, c'est que du coup ils ont réussi à développer le personnage de Rota le Hutt de façon à ce qu'il ait envie de s'éloigner de l'héritage de son père, au fait qu'il ait envie de devenir sa propre personne, qu'il déteste sa famille, qu'il veut pas devenir le nouveau patron du clan des Hutt, et que du coup il essaie de devenir son propre personnage. Et du coup ça le rend assez touchant et assez attachant parce qu'il est tout gentil en fait. C'est qu'à la fois ils ont fait un Hutt qui sait se battre, qui est tout musclé, qui a des biceps et tout, et je trouve l'idée assez cool, assez originale, assez stylée, d'avoir un Hutt dans un combat de gladiateurs, ça c'est assez stylé. Et en parallèle de ça, il identifie beaucoup à Grogu, qu'il arrête pas de dire au Mandalorian qu'il a la chance d'avoir un père comme lui, parce que lui il pense à son père qui était un connard, etc. Du coup le personnage de Rota le Hutt est assez attachant, il marche assez bien, et puis Jeremy Allen White qui le double fait plutôt un bon taf. Donc je trouve que c'était un bon développement un peu de la conclusion un peu du clan des Hutt avec le personnage de Rota le Hutt, ça marchait assez bien. Donc, et du coup son arc narratif se reflète sur celui du Mandalorian qui pareil, il est le père de Grogu entre guillemets, c'est sa figure paternelle, et du coup on développe le fait que les Hutt vivent des centaines d'années, que la race de Yoda vit des centaines d'années, et qu'un jour le Mandalorian va mourir en fait. C'est qu'un jour Grogu il pourra plus compter sur lui, c'est que Grogu quand le Mandalorian va mourir, comme Grogu grandit tellement lentement, il sera encore un enfant quand le Mandalorian va mourir, quoi. Donc à un moment donné il faudra que Grogu devienne plus autonome, et ça c'est la thématique qui sont super bien développées entre Rota et Grogu et le Mandalorian, c'est le fait que le Mandalorian, plusieurs fois dans le film, se sacrifie. Il fait beaucoup de sacrifices dans le film. Il y a plein de fois, il dit à Grogu de partir, il essaie de gérer le truc lui-même. Donc je trouve que le duo est toujours aussi attachant, du Mandalorian et de Grogu, dans le sens où du coup, c'est un duo qui fonctionne super bien. Et dans celui-là, même si malheureusement Grogu n'évolue pas assez, parce que putain, Grogu, ça fait depuis 2019 qu'il est là quand même, ça fait 7 ans qu'il est là, il a toujours pas prononcé un mot, bordel. Et je déteste l'idée parce que je pense que c'est eux qui ont inventé cette idée de merde, de dire que la race de Yoda, en fait, vit très longtemps, et parce qu'en fait, ils évoluent très longtemps, en fait. C'est que quand t'es un bébé, tu es bébé pendant 100 ans, tu deviens un enfant pendant 100 ans, genre, et tu es adulte pendant 200 ans, et puis ensuite t'es vieux pendant 200 ans, genre. Là où Rota le Hutt, lui, il a grandi, il est devenu adulte comme un humain normal pendant genre 20 ans, tu vois, et ensuite il vit longtemps, mais en tant qu'adulte, pendant 300 ans, il est adulte, tu vois. Et moi, je déteste l'idée d'avoir fait de Grogu un bébé éternel. Je trouve ça tellement chiant. Ça aurait été tellement plus intéressant de le faire grandir en temps réel, en fait. De le faire grandir comme un humain normal, parce que oui, il est peut-être immortel, mais faites-le grandir en temps réel, quoi. C'est chiant, quoi. C'est que du coup, ça aurait été plus cool de le voir peut-être avoir 10 ans dans ce film-là, de le voir parler, de le voir commencer à faire
des choses, etc. Parce qu'ils le font évoluer quand même beaucoup plus autonome dans ce film. Il a des moments où il se débrouille tout seul, où il doit protéger le Mandalorian, ce qui m'a beaucoup rappelé d'ailleurs The Last of Us, où pareil, t'as Joel qui est malade et t'as Ellie qui doit la protéger, et qui doit le protéger comme Grogu avec le Mandalorian dans ce film-là d'ailleurs, parce que les deux sont joués par Pedro Pascal. Il devient de plus en plus autonome, et même le plan final du film est là pour nous montrer que le Mandalorian est prêt à laisser le bâton à Grogu et à le faire grandir davantage, parce qu'il faut qu'il se débrouille tout seul sans lui un jour, il sait qu'il va mourir. Et ça, c'est le truc qui est intéressant. Ça, c'est le truc qui fonctionne très bien, c'est la thématique de la vieillesse, de la paternité, et de laisser nos enfants grandir et se débrouiller tout seuls. Ça, c'est le truc qui marche bien, parce qu'il y a des séquences qui fonctionnent assez bien sur ça. C'est que je trouve que toute la partie avec Grogu qui est tout marche assez bien, parce qu'il y a un côté très film stop motion, très filtipette un peu, je trouve. Un peu ce côté, t'as les Babu Frites qui sont faits en animatronique, t'as Grogu qui est fait en animatronique, ils vont essayer de se lancer dans une quête où ils vont essayer de sauver le Mandalorian, puis ensuite, tu as Grogu qui a passé 20 minutes du film à essayer de sauver le Mandalorian, du coup tu as juste un corps qui est par terre, un Yoda en animatronique, pendant 20 minutes en fait, et ensuite ce Yoda là va parler avec un vieil homme dans une petite maison en animatronique aussi. Il y a vraiment ce côté film stop motion, film d'époque, qui est assez mignon je trouve dans toute la partie avec Grogu qui marche très très bien. Oui, en plus la palette ressemble beaucoup à Dagobah, donc ça rappelle encore plus Yoda dans ce côté là en plus. Donc ça c'était la partie qui marchait bien dans le film. Tu as le cameo de Martin Scorsese aussi, ça m'a beaucoup fait rire de voir le nom de Martin Scorsese dans le générique de début, qui est rigolo, il a son cameo héros et rigolo. C'est un peu plus qu'un cameo quand même, parce qu'il a quand même 2 scènes quand même, mais c'était cool de le voir, Martin Scorsese. Bah, c'était tellement improbable de voir Scorsese dans un truc comme ça, mais c'est rigolo quand même, parce que Jon Favreau avait bossé pour lui dans le Loup de Wall Street, donc ils se connaissent déjà, c'était pour ça. Donc voilà. Mais comme j'ai dit, il y a des séquences que j'aime bien, la partie avec Grogu, la séquence d'intro, et puis il y a les séquences que j'aime pas, toute la partie gladiateur. Toute la partie gladiateur, je trouve ça très laid, parce que l'arène est très moche, très gris, sans âme, il n'y a pas de couleur, et toute la partie où tu as le Mandalorian et Rota le Hutt qui doivent affronter les monstres du jeu d'échecs de Star Wars, là, du coup ils reproduisent le jeu d'échecs iconique en live action, du coup avec les vrais monstres. J'ai trouvé cette scène vraiment immonde visuellement parce que, en fait, comme aucun des monstres est fait en effet pratique, bah tu ressens pas du tout la gravité quand ils se battent. T'as juste l'impression de voir des pâtes à modeler qui se battent contre des pâtes à modeler. Il y a aucun sens de gravité, il y a aucun sens de poids. Tu vois juste le Mandalorian se battre contre un truc numérique qui a aucun poids. Du coup, tu ressens pas de danger, tu ressens rien et c'est pas intéressant. C'est que même les Hutt, les méchants Hutt, ils sont assis sur leur trône durant tout le film. T'aurais pu les faire en animatronique comme Jabba à l'époque, tu vois. Donc je trouve que vraiment toute la partie avec Jabba le Hutt dans l'arène, je trouve ça très moche, très laid, très mal fait. Et pareil, tu as le combat final entre Embo et le Mandalorian à la toute fin, très mal mise en scène parce que tout est filmé en plan large parce que Jon Favreau s'est pas filmé l'action, et ça se voit que le Mandalorian se bat contre un mec en CGI. Ça se voit que le mec est en CGI, ça se voit que le mec il a aucun sens de gravité, ça se voit que le mec il a pas de poids en fait, tous ses mouvements font trop pâte à modeler, font trop numérique. Du coup je trouve qu'on ressent rien devant cette scène d'action là quoi. Et du coup c'est que je trouve que les effets spéciaux sont assez ratés quand tu vois nos personnages réels affronter des effets spéciaux numériques, tu vois. Pareil, le serpent géant que affronte le Mandalorian, il est fait en effets spéciaux, du coup il est plutôt bien fait visuellement, mais tu ressens pas t'arrives pas à ressentir la densité du corps, le côté réel, palpable de son corps, quoi. Du coup tu vois le Mandalorian passer le film à affronter des monstres en numérique, quoi. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a des séquences qui sont faites en animatronique, quoi. C'est que la partie avec Grogu, c'est de l'animatronique, tu vois. C'est des trucs faits en vrai, tu vois. Et à côté de ça, tu as des personnages comme Zeb, il est pas très bien fait, je trouve, mais tu as des personnages qui sont faits en numérique, et tu as des séquences qui sont complètement faits en numérique. Et je trouve ça dommage, et je trouve ça assez moche, malheureusement. Et puis pareil, du coup, le combat final, c'est très effets spéciaux. Bon, après, j'aime bien les robots géants. Les robots géants font très stop motion dans le design. C'est le truc que j'avais bien aimé. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le final, il est pas oufissime. T'as la fin classique de la République qui débarque pour les sauver. C'est très feuilletonné. Tout le monde a vu venir ça. Et puis la fin est très simplet, très classique, y a rien à redire. Voilà, c'est rigolo. Les combats sont pas très bien filmés, c'est assez basique. Quand le Mandalorian se bat dans des bars, c'est pas oufissime. Bref, pas ouf. Voilà, il y a quelques idées par-ci par-là, des séquences que j'ai bien aimées, la partie avec Grogu, la séquence d'intro, mais sinon la photo est moche, la réa n'a aucune idée, l'histoire n'a pas vraiment d'apport émotionnel et l'histoire n'a aucune ambition de narratif, mais je retiens quand même que les personnages sont toujours aussi attachants. Bon, d'ailleurs, le fait qu'on ait enlevé le casque du Mandalorian et que du coup Pedro Pascal soit présent pour au moins une scène, c'est vraiment fait pour le fanservice. C'est vraiment fait parce que faut montrer la tête de Pedro Pascal dans la bande-annonce, parce qu'en vrai ça change rien au film. Après ça rend la façon dont il bat les méchants plus cool en vérité, mais ça sert à rien. Le fait qu'on enlève son casque, ça sert à rien, c'est juste pour montrer que Pedro Pascal a été là pour de vrai au moins une fois sur le tournage. Et j'ai trouvé ça cool de voir Brendan Wayne
et l'autre gars qui sont les doublures du Mandalorian sur le tournage, être crédité parmi les premiers noms du générique du film. Donc ça, je trouvais que c'était une bonne marque de respect sur ces personnes-là qui ont beaucoup plus joué physiquement le Mandalorian que Pedro Pascal, donc ça je trouvais ça cool. Mais en dehors de ça, c'est un film oubliable, il y a rien à redire, c'est vraiment osef. C'est qu'en dehors de la tâche qu'on a un peu pour ces personnages-là, qu'on a découvert dans la série de télé, et Rota qui est plutôt cool, ben le film est très mal équilibré sur le côté effets pratiques et effets spéciaux, les décors sont très aléatoires, la mise en scène est inexistante, et l'histoire est peu impactante et assez basique et trop télévisuelle. Donc pour moi c'est sympa, je me suis pas fait chier, pour le coup j'ai trouvé ça quand même bien rythmé et assez intéressant, et au moins c'est assez divers en termes de planètes. Mais ouais, Mandalorian et Grogu, c'est pas un film de ouf, et ça conclut de façon assez décevante cette année 2026 pour Star Wars, on va dire. Parce que là, c'est quoi le prochain film? C'est le Star Wars de Ryan Gosling avec Sean Levy. Pareil, ça me donne aucune envie. Sean Levy, Gosling, encore une histoire d'un gars qui doit protéger un enfant. Il saoule. Quand est-ce que vous nous faites des films Star Wars ambitieux? Il est où le film Star Wars de l'origine des Jedi avec James Mangold? Ils sont où les adaptations de The Old Republic? Tu vois, faites tous des trucs excitants, quoi. Là, il y a rien d'excitant, là, ça me... C'est rigolo, c'est sympa, mais ça flop et les gens s'en foutent, et ils ont raison de s'en foutre parce que c'est pas intéressant, il y a plus l'épique, il y a plus l'événement qu'il y avait avant, et voilà quoi, je conclue cette vidéo sur ça, mais heureusement que la série Dark Maul existe, qui a été très très cool, et que là il y a le côté sérieux, épique, un peu plus violent qu'on recherche peut-être. Mais ouais, j'espère que Star Wars maintenant, avec Dave Filoni qui maintenant a repris les rênes du coup de Lucasfilm, va un peu plus se réveiller et nous proposer des films et des œuvres plus intéressantes, parce que là c'est vrai que Star Wars, on rompiche quand même, c'est sympatoche, mais c'est inexistant, c'est un reflet de ce que c'était avant, quoi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Mandalorian, de la série Dark Maul, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, et puis merci à tous d'avoir vu cette vidéo sur Star Wars, et que la force soit avec vous du coup, par rapport à cette vidéo, et ciao.